Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. On a des gens du monde entier avec nous. Je m'appelle Tracy Cooper, Chief Executive de Public Health Voice. Je suis également membre du bureau. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire fantastique sur comment créer les bonnes conditions pour des politiques et des situations résilientes, créer les conditions pour des communautés résilientes, appliquer les approches de la santé publique en continuum de la gestion des urgences. Alors, quelques éléments logistiques avant de commencer. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Nous allons enregistrer ce webinaire et nous partagerons avec vous l'enregistrement ainsi que les présentations des différents panélistes à la fin de ce webinaire. Et en bas du menu, en bas de votre écran, vous voyez la fonction interprétation. Donc, nous sommes ravis de pouvoir vous fournir l'interprétation du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Donc, si vous cliquez sur le bouton interprétation, vous pourrez choisir en quelle langue vous souhaitez écouter cette session. Et j'aimerais remercier d'ailleurs Jessica et Laura pour cette traduction. Nous avons donc 5 incroyables intervenants et intervenantes aujourd'hui qui vont partager avec nous la richesse de leur expérience. Et je suis convaincue que cela vous plaira. On va se concentrer sur les éléments locaux, régionaux, internationaux pour créer des communautés résilientes dans des temps de défis sanitaires auxquels nous sommes toutes et tous confrontés de par le monde, que ce soit les impacts des pandémies, les coûts de la vie, les urgences climatiques et les conflits. Avant de commencer, merci euh, à la professeure Teresa. Teresa, c'était son idée d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Teresa, vous avez écrit votre rapport annuel et je crois que c'était le bon moment pour organiser ce webinaire parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a énormément de défis auxquels nous sommes confrontés et bien entendu, vous entendrez les différents orateurs en parler. Chaque intervenant aura donc 10 minutes et ensuite on aura une session de questions et réponses à la fin. Donc, je vais vous demander de garder les questions que vous avez pour la session de questions-réponses à la fin. Mais également, n'hésitez pas à partager votre incroyable expérience et donc à poster des commentaires, des liens également vers des sources qui pourraient nous être utiles. On va donc rentrer dans le détail. Je suis ravie de donner la parole à Teresa, qui est la Chief Public Officer du Canada. Elle est également au conseil d'administration de l'IANFI. Merci, Tracy, merci à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce qui est, à mon sens, un élément critique de la gestion d'urgence. Merci à l'IANFI d'avoir organisé cet événement. J'ai hâte d'entendre ce que les autres membres du panel ont à dire sur ces sujets. Merci à toutes et à tous. Merci aux membres de l'INP. Merci Tracy Cooper. Merci à toutes et à tous. Donc, avec la pandémie de COVID-19, et on est passé en état de crise et ensuite à la gestion du COVID. Et je crois qu'au quotidien, dans notre travail, il est évident que les urgences semblent augmenter. Parfois, on a l'impression qu'il y a plusieurs situations d'urgence qui arrivent en même temps et où une arrive avant que la précédente soit terminée. Il y a des éléments biologiques, le COVID-19, des inondations, des incendies. Et donc, ce sont des événements qui arrivent de manière naturelle, mais également il y a les conflits, les guerres qui rendent extrêmement compliquées les situations. Et c'est pour ça que ces événements ont tant d'impact sur la santé physique et mentale, ainsi que sur le bien-être de nos communautés. Et ne fait qu'exacerber plutôt les inégalités. Et à cause de ces différents impacts sanitaires, socio-économiques, également de ces urgences, la gestion d'urgence
doit être essentiel et doit faire partie de la santé publique. Mais comment tirer les conclusions des enseignements et comment ensemble nous pouvons travailler d'arrache-pied et mieux ensemble avec les peuples et les communautés euh, que nous assistons afin de mieux jouer notre rôle de santé publique. Nous avons un rôle essentiel à jouer. Comme Dr. Cooper l'a très bien dit, j'ai publié un rapport annuel l'année dernière, à l'automne dernier. Je le fais tous les ans. Euh, et je, et je pense que ça doit être, ces éléments doivent être portés à l'attention des hommes et femmes politiques. Et donc, je saisis cette opportunité aujourd'hui. Et dans ce rapport, j'utilise la question de la santé publique dans les communautés, le rôle des ONG et des différents secteurs pour créer des communautés plus saines et plus résilientes, afin qu'elles puissent mieux gérer, atténuer, prévenir les urgences et chocs qui euh, se produisent et prévenir les catastrophes lorsque c'est possible. On le sait, les urgences, elles commencent et finissent dans nos communautés, que ce soit, euh, que ce soit des communautés basées sur des identités communes, des localisations communes ou des cultures communes. Mon rapport se base sur la gestion d'urgence et les cycles des urgences et sur le fait qu'on doit se concentrer et concentrer sur les efforts pour faire en sorte que nos communautés restent fortes et résilientes. J'ai quelques diapos, on pourra peut-être les montrer. Ça fait partie du rapport, mais c'est très simple en fait, je crois, une manière assez simple de montrer l'impact des urgences. Et on voit bien ici que les impacts des urgences ne sont pas les mêmes sur tout le monde. On voit les impacts et les différentiels entre les impacts de ces urgences. Ça a été d'ailleurs très clair pendant la pandémie. Donc, on voit l'exposition au danger des différentes communautés. Alors, ça peut être lié à l'emplacement géographique, aux emplois. Et on a des vulnérabilités et ces éléments déterminants de la santé vont déterminer également l'impact des urgences. Il y a également un accès inégal au système de santé, aux mesures biomédicales, l'accès à l'information va avoir un effet déterminant sur la manière dont les gens peuvent non seulement gérer la crise lorsqu'elle arrive, mais également comment ils peuvent s'en remettre. Il est donc essentiel d'utiliser les différents acteurs pour utiliser les deux pendant de la santé publique, à savoir la santé publique et la gestion de crise. Il faut allier ces deux éléments afin d'aider à réagir, à mieux réagir lors de crises ou d'urgences. Je suis convaincue que les secteurs de la gestion des urgences se concentrent de plus en plus sur la résilience des communautés. Par conséquent, on a besoin de savoir comment la santé publique peut jouer le rôle qu'elle doit jouer et utiliser les outils et l'expertise qui existent pour soutenir ce travail. Et je crois que l'expertise en matière de promotion de la santé, c'est essentiel. C'est une manière de travailler avec les partenaires des communautés basée sur l'équité, le renforcement des capacités et les relations pour favoriser la cohésion sociale. On a vu la cohésion sociale est essentielle, on l'a vu pendant la pandémie, mais également en temps d'autres crises. So maybe the next slide. I think we have Je crois qu'on a des opportunités clés à saisir à l'avenir. On peut pouvoir passer à la diapo suivante. Encore la suivante, s'il vous plaît. C'est probablement ma diapo la deuxième la plus importante, je crois, ici. Dans mon rapport, je donne beaucoup plus de détails sur le type d'action que les secteurs de la santé publique peuvent mettre en place, ainsi que les outils qui peuvent nous aider dans ces efforts. Certains peuvent être utilisés dans le contexte canadien, mais je crois que la plupart des outils peuvent être généralisés et adaptés à d'autres contextes. Donc,
J'ai inclus les différentes opportunités et il y a trois catégories principales. Tout d'abord, il faut donner la priorité aux communautés dans le continuum de la gestion des urgences, que ce soit la prévention, l'atténuation, la réaction, le rétablissement. Ça veut dire que les communautés doivent être incluses dans la planification, dans la conception et dans la réponse également, afin de les intégrer et d'intégrer leurs connaissances locales pour renforcer les infrastructures sociales, pas uniquement les infrastructures physiques, mais également les liens et les infrastructures sociales, les infrastructures de soutien nécessaires. Ça doit être discuté et co-créé avec les communautés. Ça peut créer également des relations, parce qu'au début de la pandémie, quand il y a eu cette urgence, c'est pas possible de créer ces liens sociaux. On doit également s'assurer que la participation pleine et effective des communautés se fait en amont et pendant les crises. Et donc, des ressources peuvent énormément aider au niveau local. Dans une de nos provinces, une petite province avec beaucoup de communautés isolées, et ils ont créé des réseaux de gouvernance et des réseaux sociaux avec des dizaines il y a eu ils ont créé des différentes structures de gouvernance et ils se sont réunis pendant la pandémie. Ça va bien entendu au-delà de la réponse sanitaire parce qu'ils ont travaillé sur la question de la santé mentale, de la violence au sein des familles, de la sécurité alimentaire. Et donc, le deuxième élément d'action qui doit être mis en place, c'est d'intégrer systématiquement la promotion de la santé dans les politiques, plans et procédures de gestion des situations d'urgence au niveau national, régional et communautaire. Donc, au niveau local, communautaire, régional et national. Ça inclut l'expertise de la promotion de la santé au niveau des éléments opérationnels. Au Canada, par exemple, on essaie d'intégrer cela dans un système de gestion des urgences pour s'assurer que l'équité, la santé, l'équité sanitaire également ne soit pas oubliée, parce qu'il y a des éléments à prendre en compte qui ne le sont pas toujours. On doit avoir l'équité également dans les outils mis à disposition des communautés. On a besoin des réseaux, avoir des checklists avec des indicateurs pour s'assurer qu'on n'oublie pas ces outils importants. On peut les intégrer et intégrer l'engagement des communautés dans nos plans et nos procédures au niveau de la conception. Et enfin, on doit intégrer l'équité dans la science, les preuves et la technologie de la gestion des urgences. Ça peut vouloir dire que s'assurer que nos outils ne sont pas biaisés et donc inclure des recherches, des mécanismes de surveillance sur ces risques avec des données désagrégées notamment pour voir qui est confronté à tel ou tel risque, les vulnérabilités et les résultats et les conséquences que ça a en temps de crise. Au Canada, on doit s'assurer notamment que la souveraineté des données autochtones soit respectée, par exemple, et que quelles que soient les données qui soient produites soient utiles pour les communautés et que ça nous aide à utiliser une approche différenciée et qu'on puisse offrir les soutiens dont les communautés ont besoin. On utilise des données pour vérifier les impacts à long terme de ces urgences, pas uniquement les virus en eux-mêmes et ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais également l'impact que cela a sur les éléments sociaux et économiques de ces communautés, mais les autres impacts également sur les conditions sous-jacentes qui vont influencer la santé des populations dans les communautés. Certaines de nos politiques peuvent avoir des impacts négatifs également sur ces communautés. Donc, il est essentiel à ce titre qu'on interagisse avec ces communautés afin de comprendre les impacts différenciés et qu'on ait des politiques, des programmes notamment pour les atténuer et voir par exemple l'impact que ça aura de fermer des écoles par exemple. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail et pas parler pendant très longtemps. Je crois qu'on a d'autres gens, d'autres intervenants qui vont nous donner d'autres exemples sur la manière dont on peut appliquer ce type de concept. Mais j'ai hâte, bien entendu, d'avoir la session de questions et réponses. Je vais d'ailleurs mettre le lien vers mon rapport dans le chat. Il y a un autre lien que j'aimerais inclure dans le chat, c'est des ressources vers mon rapport annuel pour générer des connaissances en matière de santé publique. J'utilise énormément et j'espère que vous pourrez également vous en inspirer. Il faut avoir des interactions au niveau international, que ce soit des fonds sur les pandémies, etc. J'espère que
Ça nous permettra de faire un état des lieux de la santé publique au niveau international. Merci beaucoup. Je rends la parole à Dr Cooper. Merci infiniment, Teresa. Merci beaucoup. Vous avez couvert énormément d'informations. Euh, et merci beaucoup d'avoir parlé de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Merci beaucoup. Merci. Michael va probablement y revenir d'ailleurs un peu plus tard au cours de la session au Royaume-Uni. Les inégalités sanitaires et l'inéquité, notamment pendant le Covid, sont devenues de plus en plus criantes. Et je dirais que la crise liée au coût de la vie est également dévastateur. On a de plus en plus de communautés qui se sentent d'autant plus vulnérables qu'elles se sentaient il y a quelques années. Donc, il est d'autant plus important, comme vous l'avez dit, de réfléchir à ça parce qu'au final, comme vous l'avez dit, il faut inclure cette euh, promotion de l'équité dans la santé publique. Ça doit être pris en compte au niveau de la conception des politiques ainsi que dans la réaction aux crises. Merci infiniment. On va maintenant passer à notre prochain orateur, Dr Celia Alpuche Aranda. Celia est directrice au centre de recherche au centre de recherche mexicain et elle est donc directrice du Centre de recherche sur les maladies infectieuses à l'Institut national de santé publique au Mexique. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Merci. Merci aux organisateurs, organisatrices de cet événement de m'offrir l'opportunité de parler de ce sujet avec vous. Est-il possible de montrer la présentation ou est-ce que je dois le faire moi-même? Alors, j'aimerais me concentrer sur certaines expériences que nous avons eues au Mexique. En effet, nous avons fait plusieurs publications sur différents pays en Amérique latine, sur les inégalités socio-économiques et l'impact que le Covid a eu sur ces inégalités. Diapo suivante. Alors, pour commencer, j'aimerais mentionner quelques éléments importants pour ce sujet. Toujours, la Banque mondiale classifie le Mexique comme un pays à revenu moyen. Cependant, il y a de nombreuses inégalités socio-économiques. Près de 40% de la population vit dans la pauvreté. Certains autres pays en Amérique latine ont un pourcentage plus bas. Le Brésil, la Colombie avec 31,7 et 39,7 respectivement du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Ces inégalités au Mexique, c'est probablement d'ailleurs similaire dans d'autres pays en Amérique latine. Ça ne se passe pas uniquement dans les femmes, au sein des familles, c'est également en lien avec les disparités géographiques. Au Mexique, par exemple, dans la région sud, la pauvreté et l'informalité est plus élevée. Et il y a plus de personnes qui vivent dans les zones rurales et donc il y a moins de disponibilité des infrastructures médicales. Et on le sait toutes et tous, la pauvreté et les inégalités sont souvent associées à des conditions de vie de précarité. On a des familles trop nombreuses dans les maisons. Et en plus de cela, on y a de plus en plus de gens, de familles qui vivent dans de tout petits espaces avec des conditions sanitaires mauvaises, un travail informel, des lacunes scolaires, un accès limité aux soins médicaux. Donc en Amérique latine, on est une région extrêmement inégale. Plus de 20% vit dans des bidonvilles et 50% de la population travaille dans le secteur informel. Diapo suivante. For example, just in Mexico, we can see that GDP is very different if we are talking of the large metropolitan area like Mexico City or the state of Mexico, and some well-industrialized states in the north part of Mexico, central, like Nuevo León or Jalisco, that the GDP is ou des endroits très industrialisés du Nord. Le PIB représente près de la moitié du PIB du pays. Et même au sein même d'une même ville, il y a des modes de développement différents, notamment dans l'État du Mexique ou dans la ville de Mexico City. Il y aura des disparités importantes entre une maison et son voisin. Diapo suivante. Là, vous voyez, au début de la pandémie, elle a commencé
dans les classes moyennes et aisées, parce que c'était des gens qui avaient voyagé à l'étranger, qui revenaient chez eux de vacances ou de voyage d'affaires. Et une fois que la pandémie s'est transmise au niveau local, eh bien, ça a impacté d'autant plus les populations vulnérables. Donc, en même temps, au début et pendant très longtemps, hein, vous savez, il y a eu les confinements, les mesures de distanciation sociale, etc. Mais quand on était en confinement total au Mexique, on a essayé de maintenir uniquement les fonctions essentielles. Mais à cause de ces disparités antérieures que j'ai mentionnées, eh bien, certains secteurs ne se sont pas conformés aux recommandations sanitaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans le secteur informel et ne pouvaient pas s'arrêter parce qu'ils en avaient besoin pour nourrir leur famille. La plupart de ces emplois, malheureusement, ne se font pas dans des bureaux. Ces populations les plus vulnérables ne pouvaient pas se conformer aux recommandations sanitaires publiques. Et s'ils le faisaient, alors c'était pour des périodes très courtes et ensuite ils revenaient au travail, ne serait-ce que pour maintenir la chaîne alimentaire, etc. Et dans de grandes villes très densément peuplées, telles que Guadalajara ou Mexico City, ils devaient utiliser le transport public pour aller au travail. Ils étaient d'autant plus exposés à la possibilité d'être infectés par le virus. Diapo suivante. Il y a des études qui ont montré que les gens qui vivent dans des villes avec un taux de marginalisation plus important avaient un risque plus important de présenter les 4 indicateurs de forme grave du COVID-19. Parce que ces populations qu'on voit sont plus vulnérables parce qu'il y a des conditions socio-économiques mauvaises, mais ils ont également des comorbidités. Et tous ces éléments sont des facteurs aggravants de COVID-19 grave. Ainsi, les peuples autochtones avaient un risque plus élevé de pneumonie. Même s'ils vivaient dans des zones très isolées, au début, ce n'étaient pas les populations les plus impactées. Mais dans les vagues suivantes, lorsque la pandémie a commencé à atteindre ces communautés, ils ont pris du temps pour comprendre les signes de gravité du Covid et pour avoir accès à des traitements. Donc, à nouveau, ces populations autochtones, ces peuples autochtones, à cause de leur culture également, et de leurs croyances, de leurs traditions, c'est les groupes de population qui étaient plus hésitants à avoir recours au vaccin. Et donc, les services dans les cas qui ont été traités par les services privés, on a vu que les taux de mortalité étaient plus bas. Mais on a utilisé beaucoup plus, ils ont beaucoup plus été mis sur respirateur, sous respirateur ou en soins intensifs. Donc, c'est la raison pour laquelle il est si important de créer ces réseaux afin de prévenir les impacts de ce type de pandémie. Il y a d'autres études qui nous montrent que les États où il y a une population plus importante, il y a eu d'autant plus de politiques qui ont été mises en place. Dans les grands États, les grandes villes, il y a eu de nombreuses mesures qui ont été mises en place pour éviter, atténuer le risque. Mais il y avait différentes politiques différentes mesures, et ça a eu tendance à retarder la mise en œuvre de ces politiques. Et en plus de cela, il y a eu une propagation plus importante du virus. Et la mobilité présidentielle était très importante également dans la propagation de la maladie, puisque il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas rester chez eux, ils étaient obligés de se déplacer
notamment dans ces zones densément peuplées, et ça a eu un impact extrêmement négatif sur la propagation de la pandémie. Diapo suivante. Ça n'est pas uniquement une caractéristique du Mexique, puisqu'on le voit, de nombreux rapports nous montrent que c'était le cas dans différentes régions de l'Amérique latine et dans d'autres pays. Il y a eu différents rapports, articles et discussions, tables rondes, etc., au cours desquels on a parlé de cette problématique. Donc, il est essentiel en guise de conclusion, de comprendre que les inégalités économiques et sociales ont un impact sur la transmission de COVID-19. Les populations vulnérables ne peuvent pas se permettre de rester à la maison pour éviter les infections. Les conditions de vie et la précarité sont des éléments déterminants dans la transmission et la gravité du COVID-19. Il faut des plans de préparation et de réaction qui prennent en compte les inégalités, les éléments culturels, les différents secteurs des populations, lorsqu'on développe des risques, lorsque l'on met en place et développe, conçoit des plans de réponse. Si on veut si on veut obtenir l'adhésion des populations. On voit qu'au fur et à mesure de la crise, on a commencé à inclure les populations vulnérables. Malheureusement, ça n'avait pas été fait au cours de la conception de ces plans. Et donc, ça a été problématique. Il est donc prioritaire de réduire les inégalités économiques et sociales des populations au cours des périodes de stabilité sanitaire pour avoir un développement durable de ces régions et ainsi mieux répondre en cas de crise. Merci infiniment, Célia. C'était un vrai tour de force que vous avez fait. C'est très important d'entendre cette expérience du Mexique. Vous avez parlé, ça m'a simplement rappelé de la nature endémique du Covid. Donc, s'y attaquer pendant l'urgence, très bien, mais il faut également penser à l'après et ça nous montre bien l'impact de l'infection, des taux d'infection, mais également de l'accès aux soins et de l'impact que ça a sur les populations les plus vulnérables au niveau socio-économique. Et on voit bien également l'impact que le chômage avait sur le nombre de transmissions et sur la gravité du Covid. Et c'est pour revenir à ce que vous avez dit, l'impact que le Covid a eu sur les revenus d'une personne ont également à terme eu des impacts sur la santé des gens. Et donc, il faut en effet améliorer, renforcer la résilience pendant les périodes de stabilité. Merci infiniment. Je suis sûre qu'on aura beaucoup de commentaires sur ces points. Donc, on va maintenant donner la parole à notre troisième intervenante, professeur Elena Kutbush. Elena fait partie du centre de recherche à Genève. Merci, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et ravie d'avoir été invitée par Dr Tam à apporter ma contribution au développement du rapport. J'étais là pour travailler sur la promotion de la santé et j'étais ravie de voir que la promotion de la santé était à présent incluse dans les discussions au sujet de l'urgence, de la réaction, de la réponse dans les urgences et de ce qui a pu être mis en place pendant la pandémie. Je pense que le point clé que je vais présenter, c'est que je pense que c'est un défi pour les organisations de santé publique, les instituts de santé publique et à la santé publique dans son ensemble en tant que domaine. C'est-à-dire qu'on doit faire le lien entre la confiance du grand public et la santé publique. Je pense que pendant la pandémie, on a pu constater très clairement que tandis que dans la santé mondiale, on a
compris que la société était divisée à peu près sur tous les sujets, hein, et en particulier sur la santé. Et donc, en fait, on a pu voir que la santé a divisé, a polarisé les gens. Et je crois que cette polarisation n'a pas cessé depuis. Et cette polarisation est également exploitée par les responsables politiques. Et donc la santé publique fait partie de nouveau de la politique, mais d'une manière qui était inattendue. Euh, et donc, ça, c'est corrélé à de nouvelles formes de communication qui ne sont pas tellement nouvelles, hein, mais disons nouvelles par rapport à il y a 10, 20 ans, et qui permettent une destruction systématique de la confiance avec de la désinformation. Et dans le domaine de la santé publique, on n'était pas euh, prêt, hein, à cela. On n'avait pas les fonds nécessaires pour répondre à cela parce que ce type de stratégie, hein, ne sont pas mises en place gratuitement. Alors, moi, je pense à mon pays, hein, l'Allemagne. On s'attendait à ce que, étant donné l'expérience de la pandémie et l'importance de la santé publique et des différentes dimensions, hein, du rôle de la santé publique. Il y a un certain nombre d'instituts, il y a l'Institut Kochhof, par exemple, en Allemagne. Et je pense qu'il est à présent grand temps d'investir dans la santé publique, dans les infrastructures de santé publique, les instituts, la recherche, la santé publique au niveau local. Mais ce n'est pas ce que l'on constate. Et je dois dire que dans certains pays, j'ai même pu constater l'inverse. Euh, Aujourd'hui, à présent qu'il y a une pression exercée sur le budget des gouvernements, la santé publique est de nouveau la grande perdante. Euh, Il est un petit peu relégué au second plan par rapport à d'autres domaines de la santé et la promotion de la santé en particulier comme stratégie d'investissement, d'implication des communautés, hein, de travail du quotidien, de permettre l'engagement des gens, d'avoir ces initiatives en matière de littératie en santé. Tout ça euh, est en train de perdre du terrain également. Et on n'a pas réussi à et je pense que c'est en cela que ce rapport peut nous offrir beaucoup, c'est vraiment de montrer que les infrastructures de santé publique, un système de santé publique, c'est une architecture basée sur la confiance. Et pour exploiter ça de façon optimale, donc il faut des discussions sur la couverture universelle, sur les soins de santé primaires, mais on a mis l'accent sur le fait que si les gens ont accès aux soins de santé, je pense que dans l'ensemble des problématiques d'équité qui ont été abordées par les précédents orateurs, si les gens pensent qu'ils ont un accès aux soins de santé, s'ils peuvent se rendre quelque part où ils peuvent être pris en charge, où leurs proches peuvent être pris en charge, s'il y a une infrastructure de soutien, de nature financière également, eh bien là, c'est plus facile de faire confiance au gouvernement, pour ainsi dire, et les institutions qui y sont liées. Et si en même temps, donc, on voit donc ces structures de soutien social qui sont interrompues, hein, qui, après tout ce qui a été vécu, traversé par les gens, eh bien, ça ne va pas aider euh, à tirer la confiance du public et ça ne va pas aider à la démocratie. Il y a eu des projets de recherche sur le Covid et la confiance et on peut voir très clairement que les pays où il y avait un plus haut niveau de confiance envers le gouvernement, les institutions et le système de santé, et en chacun, au sein des communautés et entre les communautés, eh bien, c'est là que ces pays ont pu traverser la crise
en s'en sortant un peu mieux, hein, avec moins de contamination, moins de polarisation au sein de la société. Et on a pu le constater, par exemple, au Danemark ou à Taïwan ou en Suisse. Et la confiance dans les derniers gouvernements, dans les classements de confiance, montre bien que 78% des Suisses font confiance à leur gouvernement. Alors ça, j'en revenais pas, j'en suis tombée de ma chaise. Je me demandais s'il y avait d'autres pays, hein, ici, ont eu des sondages aussi positifs, des résultats aussi positifs, et ce, malgré des débats assez intenses en Suisse, hein, sur les mesures prises par le gouvernement par rapport au Covid. Donc ça, il y a des votes populaires, il y avait des référendums, hein. Tous les 2 ans, il y avait un référendum en Suisse par rapport au plan d'urgence et à la réaction au pouvoir du gouvernement et voilà, ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est vraiment important de le noter. J'aimerais également que l'on réfléchisse au fait que dans ce rapport que l'on a devant nous, on voit une faible confiance, hein, qui constitue un facteur de risque. Et donc ça, c'est qu'il faut approfondir les recherches, mieux comprendre ce phénomène, mieux le connaître et voir comment on peut appréhender les communautés dans lesquelles il y a un faible niveau de confiance, comment travailler, comment procéder. Il y a tout un tas d'exemples fascinants sur les épidémies d'Ebola, par exemple, hein, dans des communautés polarisées, hein, quelles stratégies peuvent être mises en place et ont pu être mises en place pour les impliquer dans les stratégies de prévention. Il faut également voir comment les pays, la santé publique en tant que domaine, peuvent atténuer suffisamment les risques en matière de santé associés à un faible niveau de confiance. Et on a pu le voir avec les vaccins, avec les plans de sensibilisation, de vaccination. Et on voit que la confiance baisse également en matière de vaccination chez les enfants. Et voilà, d'autres problématiques dans ce sens. Donc, il faut vraiment se focaliser sur la confiance en matière de santé publique, il me semble. 2 derniers points, j'espère ne pas déborder. Je pense que par rapport à la promotion de la santé, il y a 2 choses qui sont essentielles. Une, c'est la question des compétences et des capacités. On a un travail à effectuer sur la littératie en santé au sein de la population. Je crois qu'on a une approche un petit peu étroite, hein, vous savez, un peu trop classique, académique. Est-ce que vous fumez? Voilà, ce genre de choses. On n'a pas vraiment fait le lien entre la confiance et la littératie et les connaissances sur la vaccination et comment la science, la littératie peuvent interagir, hein. La littératie numérique, hein, également a été extrêmement importante pendant la pandémie, mais on a mené un projet avec des jeunes qui font le lien entre la santé, la littératie numérique à la littératie civique, hein. Comment communiquer les uns les autres au sujet de la santé, comment établir une confiance au sein de notre communauté. Et enfin, la promotion de la santé en tant que domaine, c'est ce qu'on appelle donc une approche, hein, de rassemblement de la communauté dans le quotidien, hein. Dr Tam a dit que la santé commence et finit par la communauté, hein. La santé est créée au quotidien, en fait. La santé concerne notre quotidien. Et le Covid a permis de mettre cela en lumière dans chacun des aspects de nos vies. Et avec cette approche, un rassemblement, on permet d'avoir des relations basées sur la confiance. Ce que Dr Tam appelle l'infrastructure sociale. Alors, on a parlé des
PMB, hein. Donc, on travaille beaucoup sur la confiance et je vois que la partie urgence de l'OMS travaille là-dessus. Je suis également impliquée dans une certaine mesure dans un nouveau projet qui est en cours et qui va se concentrer sur la confiance précisément et les stratégies qui peuvent être mises en place et comment procéder à l'avenir. Mais j'aimerais revenir pour finir sur ma toute première phrase, c'est-à-dire qu'il faut faire le lien entre la santé publique et la confiance du public, hein, et de faire cela de façon audacieuse, hein, en se concentrant sur l'avenir, parce que c'est devenu un sujet extrêmement politique et on perdrait beaucoup si on ne parvenait pas à faire cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ilona. Ça nous permet d'avoir une autre ligne rouge, hein, dans notre conversation. Et pour revenir sur certains points, ça nous fait réfléchir à certains points. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'indicateur de confiance mondiale, hein, et c'est fascinant de voir un petit peu la cartographie, même avant le Covid, hein. On voyait que les gens étaient plus susceptibles de croire des gens qui leur étaient familiers. Donc, évidemment, c'est un défi pour les institutions de santé publique et pour les gouvernements, hein. Comment faire le lien avec des organismes à but non lucratif qui sont plus proches des communautés locales. Donc, ça, c'est essentiel, hein. Et j'ai une deuxième réflexion sur les investissements. Vous avez raison. Il y a de nombreux instituts de santé publique qui ont connu des changements, qui ont connu des coupes budgétaires. Et quand on pense un petit peu aux conséquences indirectes de la pandémie, hein, par exemple, l'accès aux soins de santé, l'impact que ça a pu avoir, hein, sur la charge de morbidité, hein. Donc, ça, c'est et les projections sur 5 ou 10 ans, et avec l'idée, hein, d'avoir un système de santé durable. Donc, je me demande, hein, pour nos collègues de l'INFI, est-ce que ce serait une opportunité peut-être de travailler sur ces problématiques de confiance et avoir une vision plus large, hein, de promotion de la santé pour nos institutions de santé publique. Merci beaucoup, Ilona. Il y a eu tout un tas de commentaires au sujet de votre présentation. On va passer à notre prochain orateur. Docteur Ayam Alomari, merci beaucoup Ayam d'être parmi nous aujourd'hui. Et Ayam est directeur principal de la santé dans les situations d'urgence pour Canada International et Croix-Rouge canadienne. Donc, vous allez nous donner une approche, une perspective plus locale sur les défis et les opportunités rencontrées. Merci beaucoup. Merci à l'INFI pour l'invitation aujourd'hui et nous permettre d'en apprendre plus. Alors, j'ai préparé quelques diapositives. Je vais les parcourir brièvement. Alors, je vais commencer par reconnaître, hein, que nous nous trouvons sur un territoire non cédé des Anishinaabe Algonquin, hein. Alors, quand on regarde un petit peu le contexte et les tendances, hein, là où on se trouve aujourd'hui, vers là où on va, il y a une fréquence, un rythme plus élevé, hein, des épidémies, de maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Et puis, il y a des phénomènes climatologiques extrêmes, hein, qui provoquent une montée, hein, des épidémies. Donc, après 2020, au Pakistan, il y a eu 2 grandes inondations et plus de 91% dit qu'au moins une personne dans leur foyer avait eu une maladie euh, pendant la phase d'urgence, hein, liée aux inondations. Et l'accès aux soins de santé était très limité à ce moment-là. Mais quand on regarde un petit peu les risques combinés, les conflits, le climat, hein, qui provoquent des mouvements de population et des urgences humanitaires, hein, complexes, les problèmes de santé mentale sont en augmentation et les communautés marginalisées du
l'aspect de leur statut économique et social sont directement impactés par ce type de catastrophe. Alors, les défis pour ce webinaire, c'est comment la santé, la promotion de la santé peuvent être appliquées au continuum de gestion des urgences, de l'urgence. Donc, voir comment faire ça au niveau des communautés, le cycle d'intervention humanitaire à différentes étapes et comment la réaction, la réponse peut être adaptée, regarder un petit peu de plus près la préparation, la disponibilité. Ce n'est pas une approche linéaire. Malheureusement, différentes communautés se trouvent à différentes étapes en matière de réponse. Il y a différents éléments que j'aimerais partager avec vous, avec des exemples dans la diapo à venir sur l'atténuation, la prévention et la promotion de la santé. Donc, on peut utiliser une approche multirisque avec une détection précoce et action précoce et la communication des risques, la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Donc, on a un cadre aussi des peuples autochtones. On a un engagement vers la sécurité, la collaboration avec les communautés, avec la prestation de services fondée sur les communautés à chaque fois. Ça, c'est très important. L'apprentissage, donc ça, je l'ai indiqué ici, ce n'est pas juste l'apprentissage du nord vers le sud. Il y a également l'apprentissage entre les communautés, l'apprentissage mutuel. Et dans la prochaine diapo, je vous montrerai l'un des principaux enseignements tirés de l'épidémie d'Ebola. Alors, cet exemple du Libéria, donc en 2014, il y a eu un premier cas. En 2015, il y a eu une forte contamination au sein de la communauté. Donc, avec les études qui ont été menées, on peut voir, vous avez le lien là, vers une étude qui a été menée pour voir les investissements qui ont été effectués en amont de l'épidémie sur les bénévoles, les bénévoles en matière de santé communautaire. Alors, je n'ai pas parlé de la réponse à l'Ebola en soi. Il y a de nombreuses études qui en traitent et qui traitent de l'engagement de la communauté dans la réponse à l'épidémie d'Ebola. Mais comme on le sait, les maladies ne vont pas s'arrêter, ou les épidémies ne vont pas s'arrêter de sitôt. Ça, on le sait. Donc, il y a toujours des vulnérabilités. Donc, le besoin d'accès aux soins de santé est également présent encore. En 2015, donc, il y avait une absence de certains traitements. Il y avait des enfants qui n'avaient pas accès aux soins de santé par rapport à la pneumonie ou au traitement contre la diarrhée. Le système de santé au Libéria a été touché par la crise Ebola. Le Libéria, avec la Croix-Rouge à l'époque, avait un projet depuis de nombreuses années pour former des bénévoles en matière de santé communautaire pour traiter ce type de maladie. Et pendant l'épidémie, il y avait cette politique de non-contamination, comment poursuivre des services efficaces pour le diagnostic et le traitement au niveau communautaire, pour réduire la mortalité, surtout la mortalité infantile. Et dans cette étude, ce qu'on a pu apprendre, c'est que les bénévoles sont une source fiable de confiance pour gérer la crise et pour les traitements non seulement d'Ebola, mais d'autres maladies durant la crise. Donc, d'autres actions préventives doivent être mises en place pour former des travailleurs communautaires avec un suivi étroit des chaînes, des ressources.
Et l'un des principaux apprentissages en enseignement, c'est d'avoir eu un système de supervision, hein, et ce qui permet donc de poursuivre les services livrés à la population. Un autre exemple de Somalie en 2017, donc il y a eu des cas une épidémie de diarrhée aiguë, de diarrhée aqueuse aiguë. Donc nous avons il y a eu un soutien de partenaires. Alors moi, j'étais là au moment de l'évaluation de l'intervention et l'un des principaux éléments qu'on a pu entendre des organismes locaux avec le Croissant Rouge de Somalie, c'est qu'ils ont besoin de soutien pour renforcer leurs capacités en matière de prévention et à l'avenir, hein, pour être prêts à toute éventualité. Ils ont besoin de centres, hein, de surveillance notamment, et d'établir leurs propres capacités. Donc il y avait un investissement, ce n'était pas un investissement énorme, hein, mais qui permettrait d'avoir des unités de traitement du choléra et investir dans une équipe de surveillance. Et ça a fait la différence plus tard, hein. Un an plus tard, il y a eu une autre épidémie et il y a eu une réponse locale très efficace et immédiate avec le Croissant Rouge, hein, pour fournir donc une réponse très agile, hein. Et puis en 2020, quand la pandémie a démarré, hein, eh bien, il y avait l'intégration, hein, de la formation des CBS aux symptômes du Covid-19. Donc, il y a eu des rapports envoyés au ministère de la Santé pour faciliter les interventions par la suite. Dernière slide. Alors, il est question de communauté, hein, et des interventions au sein des communautés. Donc, il faut traiter les communautés en tant que partenaires, hein. Ce n'est pas là que les interventions se produisent, hein, c'est là que les interventions débutent et sont conçues, hein. Il faut établir une confiance mutuelle, hein. Ilona en a parlé longuement. C'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit. Il faut écouter, il faut agir. Agir, c'est important, mais voilà, il faut écouter en amont et voir quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, comment autonomiser les populations et comment agir de façon la plus locale et la plus agile possible. Les communautés ne sont pas statiques, elles sont dynamiques, hein. Les messages véhiculés, la sensibilisation seuls ne vont pas mettre un terme à l'épidémie. Ce ne sera pas suffisant en matière de réponse d'urgence. Donc, avec cette nouvelle approche communautaire, on va plus loin. Les membres de la communauté sont les premiers au courant, les premiers à être concernés, les premiers à réagir, hein, mais souvent, malheureusement, il manque de ressources. Donc, investir dans ces ressources, ce serait un changement de politique majeur, hein, pour s'assurer qu'il y a vraiment une autonomisation des organisations et des communautés locales. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir donné ces exemples, hein, du Somaliland et du Liberia. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment maintenir l'engagement communautaire, hein. Peu importe la présence d'une épidémie ou non, hein, la question, c'est la résilience communautaire, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être d'enseignements tirés par d'autres pays de l'exemple somalien ou libérien. Donc, voir que le soutien, c'est basé sur les communautés. Et on en revient à la question de confiance, hein, de nouveau. À qui les gens font confiance quand il y a des interventions, hein. Et donc, il faut des travailleurs qui font partie des communautés. Ça, c'est un élément clé. Il y a des modèles très intéressants. Je pense qu'on peut en apprendre beaucoup, hein, de ça. Et il faut accepter des changements en matière d'investissement. Ça, c'est vraiment très important. Il y a de nombreux pays qui éprouvent des difficultés à effectuer ces investissements quand ils ne sont pas dans une situation de danger imminent. Alors, le dernier orateur, c'est Sir Michael Marmot, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'University College de Londres, UCL, directeur de l'UCL Institute of Health Equity et
qui travaille sur les déterminants sociaux en santé et ancien président de l'Association médicale mondiale. Bienvenue. Bon, merci. Alors, j'aimerais revenir sur la présentation excellente du précédent orateur. Au début de la pandémie, moi, comme bien d'autres personnes, je me suis tournée vers Albert Camus et La peste, hein, avec son livre La peste. Et la peste, donc c'était un fléau, et ça montre la corruption, hein, de la société. Donc ce sont des mots très forts, hein. Et je pense qu'il y a eu un certain niveau de corruption pendant ce fléau. Et ce que la pandémie a pu révéler, ça fait réémerger, comme certains orateurs ont pu le dire, ça a pu révéler certaines inégalités au sein de la société. Et au Royaume-Uni, donc on s'est retrouvé au milieu de 3 différents défis. Le premier, c'était 13 ans d'austérité, tout d'abord, hein, de restrictions budgétaires. La deuxième, ça a été la pandémie. Et la troisième, c'est la crise du coût de la vie. Alors, je dirais que je ne suis pas partisan, mais comme on l'a pu le dire, la santé publique est devenue politique très rapidement, hein. Il y a eu une réunion hier soir avec un responsable politique qui m'a demandé si j'allais être perturbateur ou non. Et je lui ai dit oui, je vais être provocateur, hein, je vais dire la vérité. Je dis la vérité. Et dire la vérité, ça perturbe, vous n'êtes pas censé faire ça. Donc, je vais parler un petit peu de la Grande-Bretagne, hein, parce que vous avez évoqué d'autres pays. Après la commission de l'OMS sur les déterminants sociaux en santé, donc avait un rapport sur la vie en bonne santé qui a été publié et on a pu résumer les données probantes, hein, avec différentes recommandations sur comment réduire les inégalités en santé et améliorer la santé. En 2020, donc juste avant la pandémie, qui s'est abattu sur nous, on a fait une révision du rapport 10 ans plus tard et on a pu montrer que la santé n'avait pas connu d'amélioration, l'espérance de vie, il y avait des inégalités croissantes et l'espérance de vie s'était détériorée pour les plus pauvres. Seuls les pays pays riches qui s'en sont mieux sortis que le Royaume-Uni à ce moment-là, c'était les États-Unis. Et puis, un moins bien sorti, c'était les États-Unis. Et puis, il y avait un haut niveau de mortalité dans la pandémie, notamment aux États-Unis, hein, de nouveau, et au Royaume-Uni. Voilà. Et la question est la suivante. Quel est le lien entre mal s'en sortir, entre avant la pandémie et pendant la pandémie? Quel est le lien? Eh bien, je spécule, hein, je présume qu'il y a un lien à 4 niveaux. Un manque de gouvernance et de culture politique, l'accroissement des inégalités socio-économiques, le désinvestissement dans les services publics et le fait que la santé ne s'est pas améliorée par rapport à l'époque pré-pandémique, hein. Donc, aux États-Unis, hein, l'espérance de vie a baissé en 2016, en 2018, en 2020. Donc, les États-Unis s'en sortaient relativement mal par rapport aux questions de santé. Et si les politiques, si c'est important dans la politique, alors pourquoi c'est pas discuté dans la politique aux États-Unis, hein, et on voit qu'ils s'en sortent nettement moins bien que de nombreux autres pays. Et puis, il y a donc un accroissement des inégalités au Royaume-Uni. Ce qu'on a pu constater, c'est la pauvreté chez les enfants qui a augmenté. Il y a eu un rapport de l'UNICEF qui a montré que dans les 39 pays les plus riches, le Royaume-Uni avait la plus grande augmentation de pauvreté relative, hein, sur 39 pays, je le rappelle. Et le Premier ministre a dit qu'on avait permis à des milliers d'enfants de sortir de la pauvreté. Alors regardons la pauvreté absolue au Royaume-Uni.
il y a une fondation a parlé de destitution hein, au Royaume-Uni en 2022 sur deux éléments, donc le logement, la lumière, l'alimentation, donc l'électricité, les vêtements, le chauffage, l'accès aux produits sanitaires. Hein. Eh bien, 1 million d'enfants vivaient dans des foyers où il y avait au moins 2 de ces 6 éléments qui étaient absents. 2,8 millions d'adultes, 1 million d'enfants. Donc c'était 2,9 fois plus élevé que 2 ans auparavant. Donc ça, c'est vraiment une situation extrêmement déprimante. Alors, j'ai parlé de différents aspects de la pauvreté. Si on classe les gens selon leur niveau, là où ils vivent, hein, on voit que plus ils ont un niveau de privation, de pauvreté élevé, plus leur espérance de vie est réduite. Et ça a été aggravé par la crise du Covid-19. Et j'ai fait un calcul que je voulais faire depuis un moment déjà. Et au lieu de se concentrer sur les pauvres, concentrons-nous sur les plus riches. Si tout le monde avait le niveau de mortalité des plus pauvres, des 10% les plus pauvres. Hein. Entre 2011 et 2019, au Royaume-Uni, il y aurait eu 1 million de décès en moins. 1 million de décès en moins s'il y avait donc un niveau de privation égal aux 10% les mieux lotis. Bon, donc tout ça, c'est une situation bien morose. Et je pense qu'il faut parler de communauté. Hein, et ce qui la ville de Coventry a pris donc les 6 domaines de recommandation hein, de mon rapport et a dit qu'ils allaient utiliser ça comme base. Hein. Coventry l'a dit, Manchester l'a fait, Manchester également, la région de Liverpool aussi. Donc, la plupart des pays connaissent ces villes britanniques hein, parce qu'elles ont de grandes équipes de football. Mais il y a aussi Gateshead, Leeds, Luton Town, London Borough. Donc il y a 40 communautés marmottes, comme ils disent, hein, de mon nom, avec des gouvernements locaux, des systèmes de santé. Et puis, il y avait des entreprises également impliquées, hein, avec une grande entreprise qui est venue vers moi et qui demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai dit 3 choses pour les entreprises. Donner un revenu décent à vos employés, fournissez de bonnes conditions de travail, des services sains, et puis l'impact sur la communauté dans son ensemble, hein, donc l'impact de vos achats, vos pratiques en matière d'emploi pour la communauté locale. Ça, c'est vraiment très réjouissant. Gracie Wench a été une des premières à mettre ça en place et bon, c'est encore frais dans mon esprit. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas particulièrement partisan, mais j'ai participé à un événement au Parlement à Westminster hier soir et donc, il y avait des responsables politiques de plusieurs partis présents. Et le Parti travailliste d'opposition a été représenté par un ministre Shadow Cabinet et qui a dit, si vous regardez notre déclaration de mission pour la santé, on va se concentrer sur l'initiative de Manchester et de Coventry, comme de communauté marmotte, pour que l'Angleterre devienne un pays marmotte. Bon, j'étais un petit peu gênée, mais
Ce qu'il a dit ensuite, c'est que ça veut dire reconnaître que les membres du Parlement ont aussi un impact sur la santé, que chacun a un impact sur la santé. Et il a dit que notre engagement serait de créer un dispositif pour s'assurer que l'ensemble des politiques publiques analysent tout d'abord au préalable leur impact sur la santé publique et sur les déterminants de santé. Donc les communautés sont essentielles. On a besoin d'un gouvernement central. Ils les établissent un contexte dans lequel ces actions peuvent être implantées, mais les communautés sont essentielles. Et mon expérience au Royaume-Uni a été que l'affiliation politique dans les gouvernements est bien moins importante au niveau local qu'au niveau central, parce que les responsables politiques locaux ont bien mieux conscience de la réalité dans laquelle vivent les gens. À l'avenir, il faudra tirer les enseignements de ces grands défis. Il faut comprendre ce que ces communautés font, ce qu'elles vivent, et on a besoin des politiques de gouvernement central qui leur facilitent la tâche le plus possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michael. Votre présentation a été brillante parce qu'elle a permis de rassembler toutes les autres, de résumer les autres. La pauvreté chez les enfants, c'est un sujet très important pour nous. Comment influencer les politiques du gouvernement, parce que l'idée, c'est pas juste d'avoir un foyer pour les enfants, c'est l'impact des traumatismes, des difficultés en matière scolaire sur les enfants et comment ça peut augmenter l'impact sur la santé, aggraver l'impact sur l'avenir de l'enfant. Donc, il faut essayer d'influencer les politiques du gouvernement quand ils ont un mandat parfois un peu court, alors qu'il y a des conséquences sur le long terme. La pauvreté chez les enfants, c'est un il faut faire des investissements pour lutter contre cela, pour que ça produise des effets sur le long terme. Alors, maintenant, on a à peu près 20 minutes pour une session de questions-réponses. On a l'exemple du Canada, du Mexique, du Libéria, du Royaume-Uni. Et je pense qu'il y a tout un tas d'autres exemples également de ce que font les gens dans les différents contextes. Donc, merci beaucoup en tout cas pour les liens qui ont été postés sur le chat. On peut faire des rapports qui peuvent être très intéressants, très utiles. Merci d'avoir dit également que l'OMS a développé une boîte à outils de résilience communautaire qui est basée également sur la confiance. Alors, on a un certain nombre de questions donc, dans les commentaires. Je vais inviter nos panélistes à allumer leur caméra et à répondre aux questions. Merci pour votre expertise. La première question que nous avons concerne le biais des réseaux sociaux dont on a pu faire l'expérience. On a pu voir des anti-vax, par exemple. Donc, comment peut-on gérer cela? Et est-ce que ça doit faire partie des plans d'urgence habituels? Et puis un deuxième commentaire là-dessus, c'est l'exemple des instituts nationaux de santé publique qui travaillent là-dessus. Donc la première question à nos panélistes, je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre, se lancer. Ilona. Alors tout d'abord, je souhaiterais dire que l'OMS a réagi plutôt rapidement par rapport aux défis rencontrés. Ils ont travaillé sur les infodémiques, comme on dit. Ils sont passés ensuite sur leur zone de confort en travaillant avec des entreprises de technologie et des plateformes pour s'assurer que les informations de l'OMS apparaissaient en tête de liste dans les recherches, quand les gens font des recherches sur leur navigateur. Mais il y a cette tendance générale qui s'est renforcée ces dernières années.
sur donc les accords par rapport à la pandémie avec l'OMS. L'OMS ne bénéficie plus de la confiance de nombreuses personnes aujourd'hui. Et donc, on parle parfois de la dictature de l'OMS. Voilà, on entend ce genre de propos. Donc, il faut une stratégie par rapport aux réseaux sociaux de la part des instituts nationaux de santé publique. Et j'aimerais entendre peut-être la stratégie de ceux qui ont pu mettre des choses en place. Ce qu'on a pu voir dans le contexte de la pandémie, c'était que ces gouvernements à la tête d'instituts de santé publique, avec la communication, avec les médias, on peut voir que plus ils étaient transparents, ouverts, clairs, plus ils montraient que certaines informations étaient encore lacunaires, en fait. Il y avait encore un certain niveau d'incertitude. Euh, Ils ont également communiqué sur des erreurs qui ont été faites. Avec, par exemple, des animaux qui ont été abattus à tort. Enfin, voilà, ça fait une grosse différence. Donc, cette question de la transparence, de l'honnêteté, de la crédibilité, des sources officielles, hein, du moins, ça fait la différence. Et je pense qu'il y a des questions qui ont été éludées. S'il y a une bonne confiance au sein de la communauté, eh bien, ces choses vont être discutées au sein de la communauté. Et les réseaux sociaux, eux, n'auront pas le pouvoir nécessaire d'isolation de l'individu. Et les gens marginalisés seront moins atteints, enfin, il y aura moins de personnes marginalisées. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas, prennent en importance si la communauté est faible, hein. Et voilà, plus la communauté est faible, plus moins les réseaux sociaux auront d'influence. Donc, il faut que la santé publique ait vraiment une stratégie établie par rapport aux réseaux sociaux pour euh, aborder, résoudre ce type de problématique. Merci, Elona. Et on voit qu'il y a des éléments en matière de sciences comportementales qui ont pu montrer qu'on peut avoir une approche proactive en ciblant certaines franges de la population. Merci, Teresa. Alors, je ne savais plus comment lever la main. Le bouton réaction, là, je ne trouvais plus. Merci pour les questions. J'essaie de les parcourir brièvement et je peux voir qu'elles sont liées les unes aux autres. En tant qu'institut de santé publique, il faut avoir des compétences hein, associées aux fonctions. Donc, une partie du travail qu'on fait avec l'INFI est important en ce sens. Et puis, des politiques et des programmes, hein, je crois qu'il faut regarder comment inclure les communautés dans le processus de prise de décision et mettre en place des structures de gouvernance adaptées. Donc ça fait partie de nos programmes, hein, de notre travail au quotidien, mais également dans les plans d'urgence. Dans la partie promotion de la santé, donc on fournit des subventions aux communautés hein, pour un certain nombre de raisons, en dehors des situations d'urgence. Et en maladie infectieuse, on fait la même chose avec des communautés qui ont pu s'établir avec des ONG à mettre en place un certain nombre de capacités, par exemple sur le VIH, hein, il y a un certain nombre d'ONG qui travaillent en collaboration avec les communautés. Donc, l'idée, c'est de s'assurer, d'engager et d'impliquer les gens dès le départ, hein. On ne peut pas avoir de réponse efficace si on n'implique pas dès le départ les communautés, deux jours une semaine après le déclenchement d'une crise. Il faut vraiment les impliquer dès le départ. Et ça, je crois que ça a été clairement dit par certains de nos panélistes. Et puis,
On a parlé des investissements qui permettent d'établir une confiance dans le système, les financements donnés aux dirigeants communautaires. Donc la voix des dirigeants communautaires est très importante, que ce soit pour l'acceptation des vaccins ou autres. On essaie de fournir des fonds aux dirigeants communautaires, à des médecins noirs. Par exemple, on a un réseau de médecins noirs au Canada pour s'adresser à ces communautés parce qu'ils ne font pas nécessairement confiance aux personnes qui sont à nos postes, si vous voulez. Euh, mais je crois que soutenir les dirigeants communautaires, ça aussi, c'est très important. Merci, Teresa. Alors, je vais demander à nos panélistes de regarder un petit peu les questions. Si vous avez des remarques qui vous viennent à l'esprit, hein, on parle beaucoup de confiance, d'avoir une base solide. Hein. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Dr Tam, l'approche en santé publique. Alors, on sait que sensibiliser ne suffit pas à changer les comportements. On l'a vu en santé publique et on sait que véhiculer les messages, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur les messages, sur les rumeurs, la désinformation, mais regarder également, essayer de mieux comprendre les croyances et là où les gens se situent, et identifier les causes originelles. Ça, c'est vraiment très important dans notre stratégie quand on aborde ces problématiques et de ne pas juste de relayer des messages collectifs. Il faut également voir les causes, identifier les causes et qui font obstacle à un meilleur engagement des communautés. Merci beaucoup, Ayam. Alors, j'aimerais parler de confiance et revenir sur ce que Ayam vient de dire. Ilona a dit qu'elle était surprise du niveau de confiance en Suisse. Ce n'était pas une surprise pour moi de constater le manque de confiance au Royaume-Uni. Dans les enquêtes qui ont été menées, je vais vous donner une liste de gens et je vais vous demander si vous leur faites suffisamment confiance pour dire la vérité ou non. Alors, le premier, ce sont les infirmières. 93% de confiance dans la population. Donc, les infirmiers sont ceux qui bénéficient le plus de la confiance de la population. Ensuite, les médecins, les juges, les enseignants, les professeurs. Ensuite, il y a les responsables politiques, 12%, crus par 12% de la population. Les ministres sont un petit peu plus, bénéficient d'un peu plus de confiance que les autres responsables politiques. Ils ont bénéficié d'un taux de 20%. Les journalistes aussi, à peu près une vingtaine de pourcents. Et puis, on a les agents étatiques. Donc, les agents d'État. Donc, en gros, et légitimement, les gens ne font pas confiance aux responsables politiques. Il y a un manque de confiance criant. Parce que les responsables politiques, font ce qu'ils peuvent pour pallier à cela, mais ils mentent en permanence. C'est pour ça que dire la vérité, d'ailleurs, pour eux, semble étrange. Mais on peut prendre des mesures pour réduire la pauvreté chez les enfants, rétablir la confiance dans la communauté. Et ce serait mieux d'être honnête, de ne pas dire que vous réduisez la pauvreté chez les enfants quand vous faites le contraire. Donc ça, c'est valable pour la santé publique, le médical. Il faut dire la vérité, et c'est là où on se trouve aujourd'hui, et on a besoin de faire entendre nos voix, on a besoin de plus que de la confiance, on a besoin d'actions sociales pour améliorer les conditions là où les gens vivent et travaillent. Donc, c'est important de voir ce qui se passe au niveau des communautés en matière de logement, en matière d'environnement. On peut réduire la pollution atmosphérique, mais on a besoin de la confiance des individus pour cela. Il faut créer un partenariat. Donc, il faut un ensemble d'actions pour
permettre cette confiance. Merci, Michael. On va passer à un autre thème. On nous a demandé comment les politiques en matière d'urgence en santé peuvent avoir un impact sur les données, surtout en matière de syndémie. On est en train de réfléchir. Alors, j'aimerais juste dire quelque chose. J'ai été très critique de mon pays, mais j'aimerais dire quelque chose de positif. On a eu des données très fiables pendant la pandémie, vraiment très fiables. Notre bureau des statistiques nationales ont pu produire des données, collecter des données sur la diffusion du virus. Et c'est pour ça qu'on a pu comprendre l'impact par rapport aux inégalités, hein. Ça, c'est grâce à ce bureau des statistiques qui a pu nous fournir ces données. Et ça devrait être une base, hein, pour l'infodémie, comme on dit. Donc, il nous faut cette base, hein, d'informations de qualité sans lesquelles on ne pourra pas gérer la situation. Alors, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, hein. Si je prends l'exemple de mon pays, l'Allemagne, that has enormous restrictions on the use of health data, contrary to the UK. En Allemagne, contrairement au Royaume-Uni, il y a des limites d'utilisation des données, mais en même temps, il y avait une pénurie de données et la question des gens, des journalistes, même le fait que les politiques, il y avait des questions politiques qui ne pouvaient pas trouver de réponse. Donc, je ne rentrerai pas dans le sujet du fax que les autorités de santé publique utilisaient pour envoyer des données par fax à un point central. Réfléchissez à ça. Je veux dire, on est en 2021, 2022, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ça signifie donc que cet investissement dans la santé publique, dans le fait qu'on doit pouvoir garantir des informations fiables, partageables et des données fiables jusqu'au niveau communautaire. C'est comme ça qu'on part et c'est ce qui se passe. C'est pour vous montrer à quel point ça se passe de manière rapide. C'est ce dont on a besoin, mais ça nécessite des investissements dans la santé publique et on a probablement besoin de ça parce que beaucoup de gens réagissent de manière très négative au terme surveillance. Et donc, voilà le type de thème sur lesquels on doit se pencher. Et ça a également un impact. Je crois que la santé publique doit être bien plus impliquée dans les discussions concernant ce qu'on appelle l'utilisation publique des données, la valeur publique des données. Et il y a dans certains pays, du moins en Europe, de nombreuses discussions sur l'aspect privé des données. Alors, bien entendu, c'est essentiel, mais il y a également ce qu'on appelle la solidarité des données. Et au cours d'une pandémie, on a besoin de solidarité des données, mais en même temps, on a besoin d'un type de solidarité de données qui garantit la confidentialité des données des gens également. Et je crois qu'ici, c'est un vrai défi pour que les autorités publiques trouvent la solution et qu'il y ait assez d'investissements pour être en mesure de développer le type de données de système, analytique, etc., dont on aura besoin. Merci beaucoup. Je me demande s'il y a la possibilité de donner la parole au pays pour soutenir, ou du moins pour que certains pays aident à la solidarité des données. Alors, dernière question, je donne la parole aux dernières personnes qui ont la main levée. Merci. Pour les jeunes, alors, quel conseil peut-on donner aux jeunes pour s'attaquer aux défis dont on a parlé? Comment les jeunes peuvent-ils faire partie de la réponse?
J'aimerais vraiment que les membres de la table ronde répondent à cette question avant de clore cette session. Teresa? Alors moi, je suis convaincue que les jeunes doivent prendre part quand je parle de communauté, je ne parle pas uniquement de communauté au sens géographique, mais au fait que les gens créent un ensemble de personnes cohérentes. Je suis convaincue que de nombreux pays ont commencé à utiliser et à parler, à interagir avec les leaders jeunes. Et je crois que c'est essentiel d'avoir des structures de gouvernance, des groupes consultatifs qui incluent les jeunes pour que les jeunes participent à ces groupes. Et je crois qu'il est important d'écouter la jeunesse. Par exemple, quand je suis allée au Parlement au Conseil des jeunes, bien entendu, les inquiétudes des jeunes, c'est non seulement la santé mentale, les changements climatiques et les impacts physiques et mentaux de ces problématiques. Et tout ça est lié au climat. On va le voir de plus en plus. Et à chaque fois, je sais que l'anxiété face au changement climatique, c'est une maladie en soi. Mais comment est-ce qu'on gère ça? Avoir des structures, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans le chat, on a besoin de structures pour remettre en question les structures traditionnelles où les gens, les jeunes, les vieux peuvent contribuer pour trouver des solutions et contribuer à l'élaboration des solutions. Pour offrir ce soutien social, il y a un bouleversement de l'éducation, un bouleversement du marché du travail. Et je suis convaincue, d'ailleurs, il y a de nombreux exemples au Canada qui permettent aux communautés de participer et de contribuer. Mais vous savez, quand on a eu ces tests rapides, il y a eu d'autres tests de surveillance des patients au centre de soins. Et on a fourni des formations aux communautés, même dans les zones les plus isolées du Canada. C'était très utile. Et ils avaient les données dont ils avaient besoin pour ensuite avoir cette approche communautaire. Et l'un des exemples que j'ai cité d'ailleurs dans mon rapport, c'était dans le Yukon, où la communauté autochtone a parlé et on leur a permis en tant que partenaire égal, les communautés ont dit ce qu'ils voulaient faire et comment ils voulaient obtenir les données et comment ils voulaient partager leurs données. Et il s'agit de donner aux communautés ce dont ils ont besoin et d'utiliser ça dans les statistiques nationales. On a besoin des deux. Merci Teresa. Malheureusement, on atteint la fin de ce webinaire et tout ce qu'il me reste à dire, c'est tout d'abord merci à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints et qui ont partagé des informations, qui ont posté des commentaires. J'espère d'ailleurs qu'on pourra continuer à partager des informations. Bien entendu, on va partager l'enregistrement ainsi que les présentations ces prochains jours. Merci à l'Autorité de santé publique du Canada d'avoir organisé cette session. Merci aux membres de la table ronde. Merci d'avoir partagé toute votre connaissance, toute votre sagesse. Merci à toutes et à tous. Merci. Je vous souhaite une excellente journée où que vous vous trouviez dans le monde. Merci à Lion Fit d'avoir organisé cette session. Merci infiniment.